Aujourd'hui, à l'Aéropod, pour ce 70e épisode, on vous offre le premier chapitre de l'ascension et de la chute d'une légende, l'histoire du Boeing 737. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Aéropod, le podcast de Mentor Aéro pour les pros de l'aviation. Aujourd'hui, en studio, j'ai avec moi Olivier Lacombe, le pilote laconique. Hey, salut tout le monde! Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. On fire! Oui. Et Grégory Blanc. Toujours là. De Mentor Aéro. Absolument. Alors, aujourd'hui, on a décidé de démarrer une série sur... La Syrie. Non. Non. Ah. Non, c'est pas ça, Olivier. Non. C'est ça. Non. Sur le 737, qui est comme un objet de légende en aviation. C'est une légende. L'avion le plus vendu de tous les temps, une série qu'on aurait dit sans fin jusqu'à il y a quelques temps. Ouais. Donc aujourd'hui, on va vous faire la première partie de cette histoire-là, qui sera en 4 parties. Et les prochaines parties suivront dans les prochains mois. Éventuellement. Exactement. Donc, pour l'instant, on va faire l'histoire de base, exactement. Donc, le 737, les premières générations, donc la série originale. Oui, le 100 et le 200. Oui. Donc, commencer là où ce que tout a commencé. Au début. À l'origine. Qui nous part ça, messieurs? Grégory. Allons-y, voir, non? Ouais, dans ce beau petit avion-là, qui est donc designé par Boeing, à l'époque où ils étaient bons. Certains diront, blague à part, là, certains diront que c'était l'époque où Boeing était géré par des ingénieurs et non pas par des gestionnaire. Donc ça, on en a parlé quelques fois dans le passé déjà, là. Mais il reste que on est dans les années 60. Ça va relativement bien pour Boeing, mais il y a quand même de la concurrence un peu partout. Ceux qui se rappellent les années 60, quand vous étiez là, il y avait du monde à la messe, là. Les Anglais étaient encore très présents. Les Français, les Hollandais. Les Français, les Hollandais, il en pleuvait de tout bord, de tous côtés. Donc, Boeing était arrivé sur le marché du civil avec le 707. On avait le 727 aussi, qui roulait relativement bien. Puis là, donc on s'est rendu compte qu'il y aurait quelque chose il manquait quelque chose. La ligne n'était pas complète. On n'était pas... Donc, les études... ce qui va lancer, on va dire, le bal là, chez Boeing... on donne l'autorisation et on commence les études de ce qui va donner éventuellement le 737 le 8 mai 1964. Donc là, on part le timer. C'est à partir de là que tout commence, qu'on commence à faire on passe des petits dessins sur des napkins là, à des blueprints, puis on essaye, on réfléchit, on pense, on a besoin d'un concurrent pour le DC-9. C'est ça qui se passe. Oui, j'y arrivais. D'accord. Donc, à ce moment-là, on a déjà sur le marché donc le DC-9 de Douglas. Sud Aviation, excuse-moi, Douglas. De Douglas, ben oui. On a la Caravelle de Sud Aviation, qui, petit point important à ce niveau-ci de l'histoire, la Caravelle vole déjà depuis 5 ans. Au moment où on pense peut-être à faire quelque chose, là, donc le 8 mai 64, la Caravelle vole déjà depuis 5 ans. C'est un relatif succès. Certains diront que la Caravelle n'a pas eu le succès qu'elle aurait dû parce c'était européen, parce que c'était français, parce que... Et aussi parce que Douglas... pour la petite histoire, Douglas devait faire la Caravelle sous licence aux États-Unis. Ouais. Et finalement, ils ont dit, non, étouffez-vous, messieurs les Français, on va faire notre propre Caravelle et on va l'appeler le DC-9. Voilà. Poignard dans le dos. Et attention, un instant, n'oublions pas les Anglais. Mm-hmm. Les Anglais sont là avec le BAC 111. 111, qui est d'ailleurs volé chez Québécois. Exactement. Donc, fait qu'il y a du monde autour, là, tu sais, ça. Et donc Boeing s'est dit, faut pas manquer notre chance d'entrer dans ce marché-là. En fait, quand tu lis un petit peu, là, Olivier il a affiché un livre, il y en a d'autres, il y en a quelques-uns là, sur le 737. Si vous regardez un peu l'histoire, ce dont Boeing avait le plus peur, c'était le DC-9.
La Caravelle leur faisait pas peur du tout. Puis le Back 111 encore moins que la Caravelle. Donc c'est pour vous dire à peu près là, comment que ça c'était peut-être un peu de l'arrogance, de la prétention, oui, tout ça là, all of the above là. Mais c'est le DC9 vraiment auquel on voulait s'attaquer. D'ailleurs, dans la plupart des livres de référence qu'on a feuilletés pour préparer ces émissions-là, souvent on s'amuse à comparer le 737 à quelque chose. Ce quelque chose-là, c'est la plupart du temps le DC9. Et non pas le Back 111 ou la Caravelle ou whatever. Donc, il y avait le Fokker 28 aussi, qui était pas loin derrière. Fait qu'on voit que ça fourmille, hein? Il va y avoir de la concurrence. Boeing veut sa part du gâteau. Et on commence donc à travailler sur le 737. Puis là, il y a toute la saga de à quoi va ressembler cet avion-là. Mm-hmm. Fait que c'est dès le début, là, dès le mois de mai 64, on s'attarde tout de suite à essayer de désigner quelque chose qui est totalement différent de la concurrence, qui va répondre le plus possible aux besoins des opérateurs, parce que comme vous le savez déjà un petit peu aujourd'hui, on en parle beaucoup plus qu'à l'époque, là, mais chaque opérateur veut son petite affaire à lui. United a des requis bien spéciaux, American a des requis bien à eux. D'ailleurs, c'est Panam parle très très fort. Panam parle très très fort. Ces requis-là, c'est ce qui a coulé l'industrie des avions de ligne en Angleterre. Ouais. Ils étaient tellement à cheval sur ce qu'ils voulaient, tellement fermés à leur marché intérieur qu'ils oubliaient le marché international. Donc même s'ils ont fait des bons avions, les avions étaient tellement faits sur mesure pour les Anglais que personne n'en voulait de leurs avions. Exactement. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils avaient débarqué d'Airbus, non? Pour exactement cet enjeu-là. Entre autres, là. Oui, parce que les Anglais, c'est compliqué. Ouais. Donc, it's not broken, it's British. Exactement. By design. Ouais, on pourrait dire ça un petit peu, ouais, effectivement. Donc là, ce que Boeing, comme tu sais, quand je vous dis que à cette époque-là, Boeing, même si c'était pas parfait et tout ça, là, ils ont fait leur lot d'erreurs, là, il reste que parce que c'était drivé par des ingénieurs, on s'est attardé tout de suite à essayer de faire un avion qui était un jack of all trades. On savait que si on voulait battre le DC-9, tasser la Caravelle dans un coin, ça a bien marché, et mettre en sourdine le Fokker 28, il fallait qu'on ait un avion qui réponde le plus possible aux besoins de tout le monde. Mm-hmm. OK? Donc, on est déjà en partant, on est monté aux barricades en décidant relativement assez tôt dans le processus de mettre les moteurs en dessous des ailes. À cette époque-là, pour ce type d'appareil-là, vous remarquerez que tous les appareils, les autres, les concurrents, ont les moteurs montés sur le fuselage et sont T-tail. Ouais. Donc ça, c'était la grosse affaire là, qui a choqué tout le monde à l'époque. C'est M. Joe Sutter qui avait fait ça. C'est lui qui a décidé, mais il est pas... c'est lui qui a eu Joe Sutter, dans le cas du 737, là, de ce que j'ai lu, ce qui est intéressant, parce que tout le monde le sait que M. Sutter, c'est le père du 747, là, de la Queen. Dans le cas du 737, Joe Sutter, c'est vraiment drôle parce que les histoires qui circulent dans l'industrie, là, c'est que c'était le genre de gars pour ce programme-là qui passait, tu sais, genre qui venait avec sa tasse de café, là, puis qui disait puis là il faisait des petits, le coin ici, tu pourrais l'arrondir un peu puis mettre un peu c'est ça. Il passait, il donnait un conseil puis il s'en allait puis c'était comme puis finalement ça restait comme ça. Fait que Joe Sutter chez Boeing, c'est une légende là. Puis même au niveau de l'ingénierie pure là, c'est une légende ce gars-là, il voyait des choses, il prévoyait des trucs un peu comme Kelly Johnson puis ouais, un petit peu dans ce style-là, plus civil et machin là. J'allais dire Kelly Clarkson, mais c'est pas la même chose. Pas tout à fait, non. Fait qu'on décide d'y aller avec les moteurs montés en dessous des ailes, tout de suite en partant parce que on s'est rendu compte, puis en fait on savait et on a pris le risque, tu sais, les moteurs en dessous des ailes, on réduit l'interférence, la traînée d'interférence sur le fuselage, meilleur contrôle du centre de gravité. Plus facile à entretenir sur la rampe. Plus facile à entretenir sur la rampe. C'est une cabine plus silencieuse. Ouais. Ça, c'est relatif parce que quand tu es assis en arrière des moteurs, ça reste quand même... Comme on dit, ça fait du bruit. Oui. Puis aussi, c'est plus léger parce que t'as pas la structure à l'arrière. Exact. Et t'as pas le train d'atterrissage est plus court. Oui, tout à fait.
Donc retenez ça le train d'atterrissage court. Puis ça va peut-être être important plus tard. Ouais, peut-être, je sais pas, peut-être. Une autre affaire, une petite anecdote intéressante au niveau de l'ingénierie là, juste pour vous titiller un peu là. Une des raisons majeures qu'on a utilisées là, pour mettre les moteurs en dessous des ailes, c'est qu'on s'est dit on va être capable de designer grâce à ça, cette configuration-là, une aile beaucoup plus légère structurellement parlant parce que le poids des moteurs va contrebalancer le lift créé quand l'avion vole. Donc là, ce que ça va faire, c'est qu'on va diminuer ce qu'on appelle le bending le bending effect, le bending relief, avec le poids des moteurs qui sont en dessous, qui tirent vers le bas. Ça vient éliminer les risques de ce qu'on appelle en français le fasaillement. Oui. Qui est le flutter en anglais. Oui, sauf que ça n'a pas marché. La première fois, l'aile a cassé à 95%. Les gens qui nous écoutent depuis le début savent qu'on en a parlé souvent de ces fameux tests d'aile, puis il y en a plein sur Internet que vous pouvez voir, là, où on va casser l'aile à un certain moment dans la certification, et il faut que ça t'offre au moins 150%. C'est un requis réglementaire, allez voir dans les racks, c'est écrit noir sur blanc. Ça a cassé à 95%, donc on était un petit peu loin quand même du... Détail. Ah, voilà. Donc, il a fallu redesigner l'aile au complet, et pour la petite histoire ici, encore une fois, l'aile du 737 original, donc celui qui nous occupe aujourd'hui, le modèle 100-200, c'est une version mini de l'aile du 727. Oui, c'est ça, le 727, en fait, ils ont recyclé 60% de la structure et des systèmes du 727 qui ont fait le 737. Greg disait qu'au début, le 737 devait avoir les moteurs à l'arrière. Ouais. Donc, au début, c'était vraiment un 727 bimoteur. Oui, raccourci. Absolument. Et là, ils ont pensé, ils disent, non, on va mettre les moteurs ailleurs, on va sauver du poids sur l'aile, patati patata. Ouais. Donc, ça a donné la configuration qu'on connaît, mais au départ, c'est vraiment un 727. Et puis, c'est allé plus loin que ça, parce que au début, même, le fuselage devait pas être le même que le 727, mais être un peu plus étroit. Oui. Et finalement, on a décidé, OK, non, on va prendre le fuselage du 727. Oui. Qui était le fuselage du 757. Tantôt, on parlait des bonnes idées de M. Sutter qui passait par là avec sa tasse de café, là. Le fait de garder le même fuselage, donc la même vue en coupe là, que le 727, là. Ça, c'est une idée de Joe Sutter, et c'est une idée déjà à cette époque-là, on commençait à parler de commonality. Donc, si tu volais du 727, tu étais capable de voler du 737 aussi. Donc, on avait déjà en tête l'idée de pouvoir faire bouger les équipages d'un appareil à l'autre. Puis ça, pour United, c'est ça qui va vendre le 737 à United, parce que United opérait déjà des 727. Est-ce que l'aile, c'est le principal problème technique qu'on a eu dans la phase de design? Est-ce que c'est ça qui explique une bonne partie du retard éventuel sur le marché de l'avion? Ben, en fait, il y a plusieurs petites choses là, qui se sont greffées à ça. Si on continue avec le moteur, mais vous allez voir le lien avec l'aspect structurel, c'est qu'au début, on a décidé de mettre les moteurs sous l'aile, c'est correct, fine. Mais là, on savait pas si on collait le moteur sur l'aile ou si on le mettait sur un pod. Un pylône, comme les 320, tout ça, là. Et ce petit détail-là, ça a l'air bien niaiseux, mais ce que ça fait, c'est que ils se sont rendus compte que s'ils le laissaient sur pod, donc installé sur un pylône, ça mettait le moteur trop vers l'avant, donc ça bloquait l'accès aux soutes à bagages et ça bloquait l'accès aux portes d'accès normales de l'avion. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que on a dit, c'est correct, on va tasser la porte cargo plus vers l'avant. Mais si on tassait la porte cargo plus vers l'avant, ça demandait un renforcement de la structure au niveau du Toutes les choses ont une conséquence. Exactement. Et ce que ça faisait aussi, c'est que ça enlevait la possibilité d'avoir les fameux escaliers escamotables, qui est le trademark du 737. Qui est une option que tu peux avoir, ou certains opérateurs l'ont enlevé. Moi, quand j'étais chez CanJet, ils avaient été enlevés préalablement, là, mais le trou était là. Les 737, ceux qui ont connu, puis il y en a encore beaucoup des 200 qui volent aujourd'hui et qui ont ça installé, il y a un escalier escamotable. Intégré dans la structure. Exactement. Il y a pas aussi les moteurs ils cherchaient la position pour avoir que la turbine soit un endroit en dessous de l'aile que si elle éclatait, qu'elle n'allait pas te causer de dommages aussi, hein. Oui, ça c'est il y a ça aussi, c'est ce qu'on appelle le fameux c'est le rotor burst, je me rappelle zone, plus quoi exactement, area, ou un truc comme ça, là. Qui fait qu'il faut que ce soit un endroit où le plus éloigné possible, bien évidemment, mais aussi quand tu passes tes systèmes,
Fait que des fois, tu te dis, mais pourquoi ils ont mis un tuyau là? Il y a un fil en bas, un fil à moitié, en Souvent, haut. les avions comme les CRJ, un câble de commande qui passe sur le plafond, un au plancher, pour éviter ça, justement. Ouais, ce genre de choses-là. Les lignes de power sur les CRJ 200 sont en haut au plafond. Des affaires comme ça qui font que dans le design, oui, il faut penser à tout ça. Puis on en a entendu parler dernièrement avec le Max où on s'est rendu compte que parce qu'ils ont réutilisé de la technologie du NG puis même du classique, les standards aujourd'hui font en sorte que t'as plus le droit de faire ça. Donc on a entendu parler, on en avait parlé dans les podcasts passés, où là il fallait qu'ils repositionnent certaines couettes, certains harnais de fil. Là. Ouais. C'est ce dont tu parles, là, Olivier, là, le fameux cette rotor burst zone là. Maintenant, moi j'ai une petite question pour vous. Mm-hmm. C'est-tu la première fois qu'on pensait faire un avion comme ça? C'est-tu Boeing qui a inventé le design? Là? Un avion comme ça? Ben, avec les moteurs en dessous des ailes, petits, non, il y en a eu pour du marché plein. régional. Il y en a eu plein. Mais officiellement. Non. Il y en a eu un avant. C'est les Anglais. Ben, Nathan. Ben, il y a eu aussi. Il y a eu un au Canada aussi. Il y en a eu un au Canada, oui. Puis ça, je trouve ça génial parce que dans les livres sont écrits par les Américains puis ils mentionnent jamais le Canada. Le Avro Jetliner. Oui. Il y a eu le Viscount à réaction, mais exactement. Avant ça, il y avait le Avro Jetliner. Oui. Il y a eu le Avro, puis dans la plupart des livres, vous allez retrouver uniquement une mention au niveau du le Viscount qui avait été modifié pour avoir des moteurs, des T, des Rolls-Royce T. Puis sont pendulaires en dessous des ailes. Ça? Oui. Non, c'est la rivière. Ah, excusez-moi. Vous savez que les moteurs Rolls-Royce sont nommés en fonction des noms. Les moteurs à réaction. Ben oui. Les moteurs à piston, c'est des oiseaux. Exact. Et non des magiciens. J'envoie dire ça. Exactement. Le Vickers Viscount s'appelait le type 663 testbed. 6200 livres de trosse, par exemple, par moteur. C'était pas payé, ça, pour faire du test. L'avion a volé pendant 7 ans avant de passer au feu. Donc, la plupart des experts s'entendent pour dire que les ingénieurs de Boeing se sont inspirés du Viscount, du Vickers Viscount. Et ils le disent pas, mais ils se sont très certainement inspirés aussi du Avro Jetliner. Je m'excuse, mais non. OK? On se laissera pas faire. Non. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? C'est quoi le moteur qui est sur le 737, Olivier? Le 100-200? C'est un moteur Pratt et Whitney JT8D. Ouais. 14 500 livres de thrust. Donc, on y est allé avec la totale à cette époque-là. Et en fait, là-dessus, on s'est pas bien posé la question. On a réutilisé de la technologie du B-52. Tout simplement. Au moment où la décision a été prise, là, parce que le B-52 a pas commencé sa vie avec des JT8. Là. C'est pas des TF-33 qu'ils appellent en Aujourd'hui, c'est des TF-33. Les TF-33, c'est la version militaire du JT8. JT8, hein, c'est ça. Mais avant ça, je pense que c'était des TF-30, quelque chose comme ça, une version moins forte. Là. Et donc, la plupart de l'info qu'on a là-dessus, c'est qu'on a simplement réutilisé l'information, les calculs d'ingénierie, tout ça, directement inspiré de ce qui se faisait ou de ce qui se préparait pour le B-52. Fait que là, après ça, les petites affaires d'usage au niveau de la présentation au monde entier. C'est drôle parce que c'est comme ça que c'est présenté. Présenté au monde entier le 17 janvier 1967, puis le premier vol le 8 avril 1967. Donc, c'est... Selon ce que j'ai lu, ça aurait dû être un flop commercial. Le DC-9 avait déjà de l'avance. Il y avait eu quelques erreurs dans les choix de configuration qui plaisaient pas nécessairement. En fait, selon ce que tu me dis, c'était pas des erreurs, c'était des choix stratégiques. On s'était organisé pour ne pas plaire à tout le monde et plaire au plus grand nombre. Dans les faits, ce que ça voulait dire, c'est que personne n'était parfaitement satisfait de cet avion-là au moment de l'acheter. En fait, ce qui arrive, c'est qu'ils se battaient, entre autres, avec contre l'association des pilotes, qui est très, très puissante aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'elle avait contre l'avion? On parlait c'est vraiment drôle, par exemple, parce que on reprochait au 737 qui n'avait pas encore volé sa stabilité en vol. OK. Ouais. Par exemple. Puis ce que les pilotes utilisaient à l'époque comme argument, c'était tu vois bien que ton avion il est pas stable en vol, tu as été obligé de mettre une queue surdimensionnée. Si vous regardez l'empennage vertical, c'est quand même relativement assez gros sur le 737, puis ça c'est directement lié au fait que les moteurs sont installés sous les ailes. Ah d'accord. OK. Les pilotes n'aimaient pas ça.
Ouais, mais en fait, c'est parce qu'ils avaient rien connu d'autre. Ouais. Pour ben, ce il avait gros juste d'appareil-là. essayé. Sauf que ce qu'ils avaient oublié, puis qui est vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment cocasse là, dans toute cette histoire-là, ce qu'ils avaient vraiment oublié, puis peut-être qu'Olivier pourra nous en parler parce que c'est un pilote laconique, c'est que les avions T-Tail ont une fâcheuse tendance à ne plus avoir, à perdre l'autorité sur les gouvernes de profondeur à des très grands angles d'attaque. Okay. Autrement dit, l'aile, avec de très grands angles d'attaque, le nez très relevé dans les airs, l'aile cache l'empennage. Donc, on perd autorité, c'est comme ça qu'on dit, on perd l'autorité sur l'empennage, la gouverne de profondeur, et donc on perd le contrôle. Et ça, c'est ce que Boeing, c'est un choix qu'ils ont fait pour justement faciliter le pilotage et pour pas que l'avion ne soit accessible qu'à des anciens de la Deuxième Guerre mondiale qui avaient 50 000 heures de vol, j'exagère, là. Mais tu sais, on voulait un avion qui pouvait être piloté de façon qu'il fallait que ce soit agréable et que t'aies pas besoin d'avoir 10 000 heures de vol pour t'asseoir en arrière du... Tu peux mettre des... Il y a différentes façons de... Si on veut pas te tricher, là, mais si ton fuselage est court, tu mets une plus grande gouverne. Ouais. Si ton fuselage est long, tu peux le diminuer. Fait que dans le fond, l'association des pilotes avait vu seulement le problème et pas la solution qui avait été intégrée, c'est ça? Exactement. OK. Il disait que les moteurs sous les ailes, ils seraient en plein milieu, tout le monde allait s'enfarger là-dedans. Puis, alors que ce qui est vraiment intéressant à ce niveau-là, c'est que si vous regardez sur le 707, le Boeing 707, les moteurs numéro 2 et 3 sont plus bas que ceux du 737. En version originale, ouais. Donc, fait que ça avait pas rapport. Ils cherchaient des arguments pour faire parler des autres. Ouais. Finalement, ce qui a fini par être l'argument massu, semble-t-il, c'est pas l'avion, c'est Boeing. Parce que à ce moment-là, Douglas commençait à avoir des problèmes financiers et de production et etc. Ouais. Boeing, par opposition, avait démontré qu'ils avaient de la vision parce qu'ils avaient gagé très fortement sur l'ère du jet et avec succès. Mais aussi, ils rataient jamais leur date de livraison. Le support était on point, parfait. Et ça, c'était quelque chose qui était charmant du point de vue des opérateurs. Donc, dans le fond, ce qui a fait le succès de l'avion, c'est d'abord, il était pas mauvais. Finalement, quand il a fini par sortir avec 26 mois de retard, c'était un bon avion. Mais surtout, la compagnie qu'il y avait en arrière inspirait confiance aux opérateurs. Ben, tu sais, on a fait beaucoup de blagues et on s'est beaucoup moqué de Boeing ces dernières années, surtout à cause du Max, là. Mais il reste que... ça reste d'abord et avant tout une compagnie d'ingénierie là, qui aujourd'hui n'est plus gérée par des ingénieurs. Mais oui, tout ça. Mais en arrière, il reste quand même que ces compagnies-là avaient de très, très bons ingénieurs et Boeing avait la réputation d'attirer les meilleurs talents. Donc, ce que ça a donné, c'est des Joe Sutter et etc. qui nous ont donné quand même, qui ont aidé au 737 en donnant des inputs très intéressants, visiblement. Et qui, tu sais, le 747 qui est un succès commercial incroyable, là, quand même. Là. Donc oui, il reste quand même que Boeing était... à ce moment-là. Oui, on va dire à ce moment-là. C'était pas des deux de pique, là. Il faisait de très bons avions. On parle de haute technologie. On parle de faire voler des avions qui sont de plus en plus gros, de plus en plus puissants. Donc, tu sais, c'est un petit peu tout ça là, qu'il faut faire attention. Là, surtout quand les gens souvent nous demandent c'est qui tu préfères, c'est qui est le meilleur? C'est Airbus ou Boeing? Sincèrement, man. À ces niveaux-là de technologie. C'est qui est meilleur? Audi ou BMW? Ouais. Tout le monde a son préféré, mais ça veut pas dire que c'est basé sur des faits. Exactement. C'est pas basé sur des faits, tu sais. Fait que c'est... Continuons. Client de lancement. Client de lancement, ça a été... les Allemands. Oui, avec monsieur. Lufthansa. Ouais, 21 avions. Pour des tirs récents. Ouais. Et savez-vous combien ils ont payé pour les 21 avions? C'était pas 3,7 millions en 1968? Ils ont payé 65 millions pour les 21. Donc, ça doit ressembler à peu près à ça, ouais. Puis en dollars, 65. Le deuxième client. Ouais. C'est qui le deuxième client? United. Ils ont acheté des 100? Non. Qu'est-ce qu'ils ont acheté? Ils ont acheté des 200. Ah ben, les petits Vera. Ils ont forcé Boeing tout de suite en commençant étirer la sauce. à étirer le 737. Alors, du 100 Et au on 200... crée un monstre, ce faisant.
Un monstre sacré, tu veux dire. Ouais. Du 100 au 200, pour la petite histoire, on a 36 pouces devant l'aile de plus et 40 pouces derrière les moteurs. Ah, c'est subtil quand même comme nuance. Ouais. Ça changeait quoi du point de vue des sièges, là? Ça faisait... on voulait, je pense que c'est même pas une vingtaine de sièges, mais c'était ça que United voulait. Et en même temps qu'ils ont acheté des 737, ils ont aussi fait une commande de 727. Ils en ont acheté 40 des 737 à ce moment-là. Et puis là, ils ont fait, il y avait les deux versions en production. Ils ont fabriqué. Il a fallu attendre en 1971 pour la prochaine version du 737. Ah oui, quand même. Ouais. Ben, ça restait toujours un 200. C'était juste le 200 Advanced. Oh shit. C'était avancé. OK. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial, lui? Ben, écoute, Greg, c'est le fun que tu m'en parles parce que le 737 Advanced, là, il y avait des améliorations aérodynamiques. Ouais. Au niveau des meilleurs freins, plus de carburant. Donc, 15% plus de charge qu'un 200 normal. Ah, quand même. Ce qui est intéressant de noter au niveau du 737, c'est que l'aérodynamique a évolué à chaque version. À chaque version, mais de beaucoup, là. Je veux dire, on s'entend qu'on n'a pas smoothé un volet ou arrangé un petit peu les flaps, là. C'est des améliorations majeures. Le plus gros changement qu'il y a eu sur le 737 au niveau des originaux, c'est au niveau des inverseurs de poussée. Oui. Originalement, il y avait des inverseurs de poussée du 727, des moteurs externes, donc du 1 et du 3 sur le 727. Et puis, ce qui arrivait, c'est quand l'avion se posait puis il déployait ça levait l'arrière de l'avion. Ouais. Et puis, les freins étaient pas efficaces puis l'avion rebondissait puis c'était plus long pour arrêter. Donc là, ils sont arrivés avec les fameux inverseurs de poussée qui s'ouvrent en angle. Les clamshells qu'on appelle. Ouais, mais en fait, c'est les clamshells, mais ils ouvrent pas un au-dessus de l'autre, genre sur un Learjet, mais ils ouvrent vraiment en angle. Donc, un à 1 heure, l'autre à 7 heures. Ouais. Et donc, il y a une partie qui envoie de l'air au-dessus de l'aile, l'autre partie envoie de l'air en dessous de l'aile. Ça garde l'avion bien au sol. Ouais. Et puis, ça vient freiner l'avion. Et on arrête de rebondir, ce qui devait être très désagréable pour les passagers. Initialement, si vous regardez les photos, initialement, il y en avait même pas. Le modèle original n'avait pas d'inverseur de poussée. On gageait tout sur les freins. Un peu téméraire, hein? Ben non, mais c'est correct. Est-ce qu'il y a des avions qui en ont pas aujourd'hui? Oui. Ah oui? Ah, OK. Oui, il y a beaucoup d'avions d'affaires qui ont pas d'inverseur de poussée. OK, d'accord. Puis les avions commerciaux qui en ont, souvent en opération, ils sont brisés. Donc, on fait ça de toute façon. Non, c'est sans blague. Les compagnies aériennes, la plupart du temps, des exemples comme Air Canada, Air Transat, tout ça, c'est toujours utilisation minimale des inverseurs de poussée rendus au sol. Donc, on peut Pourquoi? Premièrement, on sait jamais s'ils vont fonctionner quand on arrive. Fait qu'on peut pas prendre crédit pour les inverseurs de poussée quand on est dans les airs. Pour voir ce qu'on va arrêter avec l'avion. Et puis, utilisation minimale, c'est réduit le bruit. Ouais. Autour des aéroports, il y a des aéroports qui sont sensibles au bruit. OK. C'est toujours de faire la même chose partout. Ouais. Exemple, nous, quand je volais les avions d'affaires sur le Learjet, quand on voulait prendre crédit pour les inverseurs de poussée pour le décollage, pour le décollage, il fallait les tester. OK. Donc, on circulait vers la piste, on les déployait, on les refermait, c'est beau, ça fonctionne. Mais quand on est dans les airs, on n'a aucune idée. Mais parce que c'est un système qui est particulièrement sensible ou comment ça se fait qu'on n'est jamais sûr que ça marche? C'est un système qui souffre beaucoup. Oui, et puis, donc, faut que l'avion soit au sol, faut que l'avion passe de mode air à mode sol. Faut que tous les contacteurs soient fermés dans le système. Il faut que les moteurs soient au bon régime. Il faut que la pression hydraulique se rentre dans les actuateurs. Il y a un des Learjet qu'on volait qui avait un des micro-commutateurs dans le manette des gaz qui voulait jamais rien savoir. On déployait les inverseurs de poussée. Il y en a un qui sortait, puis l'autre, ça faisait clac, 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 puis amener, clac, qui débarrait. OK, d'accord. Versus un avion hélice, exemple, un Dash 8 ou un King Air ou l'inversion de poussée de l'hélice. Là, c'est pas le moteur. C'est carrément le pas de l'hélice. C'est carrément le pas de l'hélice. Ça marche tout le temps. À la limite, même, tu peux même le laisser en disking, là, puis de toute façon, ça, quand un prop, c'est un système critique, donc j'imagine que c'est moins sensible de toute façon. Là. Sur un turboprop, le système doit fonctionner. Ouais, c'est ça. Tu peux pas empêcher les pilotes d'aller en reverse, il n'y a pas de gate. C'est ça. Donc, sur un avion réaction, on sait pas s'il marche avant d'arriver au sol, on peut pas prendre crédit, donc il n'y a aucune performance d'atterrissage. T'as pas moyen de tester, t'as pas moyen de... OK, exactement. Je comprends. Dans le cas du 737, initialement, il n'y en avait pas. Après ça, on s'est rendu compte que les opérateurs qui se sont mis à utiliser ça opéraient pas forcément... On n'est pas encore rendu dans la brousse puis à Baffin-Laine en haut à apporter du matériel aux mines. On est encore... au niveau civil airline, mais on s'est mis à utiliser ces avions-là dans des aéroports qui n'étaient pas internationaux, donc il n'y avait pas genre 11 000 pieds de piste. Genre LaGuardia.
Mais LaGuardia, c'est l'aéroport qui est à New York, dans la baie. Ouais. Et les pistes sont courtes. Ouais. Fait que là, ben, si les pistes sont un petit peu plus courtes, tu pourrais éventuellement en avoir besoin. Donc là, l'idée d'arriver avec les inverseurs de poussée a été, on a poussé ça de l'avant, puis après ça, on les a modifiés pour mettre le système dont Olivier parlait, qui est le fameux clamshell, mais qui est légèrement, on appelle ça overclock, là, qui est pas décalé. Qui est décalé. Là. Ouais, c'est ça. OK. Donc, plusieurs améliorations aérodynamiques, dont ces inverseurs de poussée. Ces inverseurs de poussée-là, exactement. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'on a souvent parlé dans nos podcasts passés de réutilisation de technologie. Mm-hmm. Dans le cas du 737, on est allé puiser dans le 707 et le 727 à fond la caisse, surtout pour la structure. Puis le meilleur exemple de copier-coller auquel vous pouvez penser, c'est la fameuse, tu sais, le petit, ce qu'on appelle le eyebrow, là, le petit hublot qu'il y a au-dessus du pilote. Là, au-dessus des pare-brises. Au-dessus des pare-brises, là, qui initialement, ces petits pare-brises-là, ces petits hublots-là, étaient utilisés pour faire de la navigation aux étoiles. Mais c'est aussi pour la navigation avec repérer les trafics. Puis quand ils sont arrivés avec les TCAS, ils ont éliminé. Parce que là, on n'avait plus besoin de retrouver les avions visuellement. L'ordinateur nous dire sur les avions. Exact. Le système TCAS. Mais à la base, c'était vraiment pour la navigation aux étoiles. Je sais pas pourquoi j'y avais pas pensé, là, mais je veux dire, vraiment, on s'attendait à ce que les pilotes naviguent aux étoiles et trouvent le trafic concurrent en fait, rendu sur le 737, c'était déjà, on n'avait pas encore le TCAS, tout ça, mais c'était rendu. La technologie s'en venait. La technologie s'en venait, fait que c'était pas. Non, mais c'est ça mon point. C'est hallucinant pour des gros avions comme ça, là. Ça prenait vraiment des pilotes militaires qui en avaient sous la cravate, là. Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Ça s'enseignait à l'époque, là. D'accord. C'était quelque chose que tu devais savoir. Si vous remarquez aussi, là. regardez, exemple, les fenêtres sur un 737, peu importe le modèle, les fenêtres sur un Embraer 175. Ou même comparer les fenêtres d'un Embraer 175, comme ceux qu'il y a chez Jazz, avec les fenêtres d'un 320 ou d'un 737, la différence de grandeur de fenêtre, je vous parle même pas du 220, la différence de grandeur de fenêtre entre un Embraer et un 737 ou un 320, c'est hallucinant. Dans le sens... Que l'Embraer, c'est des porte-patios. OK. Ouais, le 737, c'est des lucarnes. Carrément. Ouf, OK. Le 320, c'est la même chose. Le 320, il n'y a pas des grandes fenêtres. C'est les fenêtres du 300 qui sont les fenêtres du 310. Donc, pour avoir le type rating commun. Mais si vous regardez l'Embraer et le 220, c'est comme des cousins, frères, pas cousins jumeaux, là. Ils ont des très, très grandes fenêtres où là, vraiment, on voit, les pilotes sont en mesure de très, très bien voir ce qui se passe autour de l'avion. Est-ce que ça change? C'est plus agréable, ça, c'est clair, là, mais est-ce que ça change? Est-ce que c'est plus facile de naviguer comme ça? Ben oui, si tu vois ce que tu t'en vas. Ouais, mais je pensais même pas que vous les utilisiez tant que ça. Oui, en approche, oui. Il y a des approches visuelles, exemple à Washington, à Reagan, à Washington DC, l'aéroport de Reagan, ou à LaGuardia, des approches visuelles qu'il faut vraiment regarder par terre. D'accord. Fait que oui, à ce niveau-là, c'est quand tu rentres, t'arrives avec un exemple, un Embraer Jazz qui va prendre un Embraer qui va aller à Val-d'Or, puis là, il y a des patrouilles de feu, il y a toutes sortes de patentes qui se promènent. C'est pratique de voir les avions sont hauts, parce que c'est pas tous les avions qui ont été cassés. Ah oui, OK. Donc, c'était pas obligatoire? Oui, à Toronto Pearson, tout le monde va en avoir un. OK, mais pas à Val-d'Or. Mais pas à Rouen, pas à Val-d'Or. Puis on en profite pour envoyer là-bas les avions qui n'en ont pas, je présume. Non, pas nécessairement. Non. C'est juste que la mission des avions qui sont là-bas, eux, ils en ont pas besoin. Non, mais c'est ça que je veux dire. C'est donc sur ces routes-là se retrouvent ces avions-là parce qu'ailleurs, t'en as besoin. Non. C'est vraiment que mettons, un Navajo en a pas. Oui. Le Navajo peut en avoir un, mais il est pas obligé d'en avoir un. Donc, il peut aller à Pearson, aller porter des gens, Navajo d'Exactaire, mais comme ils sont environnement contrôlé, il n'y a pas de problème. Mais quand on a un TCAS, on a un environnement non contrôlé, c'est très pratique, on peut voir sur les trafics, mais si on a en plus le TCAS et les grandes fenêtres, ben c'est vraiment bien. Là. OK. Fait que ça, c'est... C'est ça. On est rendu dans le futur déjà, là. Ouais, non, on retourne dans le 200. Il y en a combien des 100? Comment? Ah oui, vas-y. Non. Ben, en fait, moi, j'allais vous donner un autre exemple de l'évolution. Non, de l'évolution du design en fonction de la réglementation.
la première génération de 737, donc le 100-200, n'était pas équipée, par exemple, d'un système de fuel dump. Ah donc, ouais. Le fameux système où tu peux domper du fuel dehors, là, ouais. À l'époque, cette grosseur d'appareil-là n'en avait pas besoin. Donc, si tu avais un problème et qu'il fallait que tu réatterrisses vite et que tu étais trop lourd, soit tu brûles du fuel, soit tu brûles du fuel, exact, soit tu atterris overweight. Puis là, il y avait une inspection spéciale que tu pouvais faire qui était dans le manuel pour vérifier, voir si tu avais défoncé l'avion ou non. Mais en général, c'est pas recommandé. Ce système-là a été intégré après ça par la suite dans les autres modèles. Parce qu'ils ont augmenté les poids. Exactement. Mais aussi parce que la réglementation a changé. Fait que ça, souvent, c'est des affaires, tu sais, on se demande, mais pourquoi ils ont designé ça de cette façon-là et pourquoi que là? Exemple, donner une idée, le 220 n'a pas de système vite-vite, mais il est certifié pour atterrir au poids maximum au décollage. Ouais. Donc, ça règle la question. Ça règle la question. Et en plus, c'est plus en oui, puis probablement que là aussi, la la réglementation est faite en sorte que aujourd'hui, peut-être pas pour un A350, mais dans le cas, mettons, d'un A350 ou du nouveau 777 qui va peut-être arriver un jour, là, ils sont plus obligés de tout domper. Mm-hmm. La différence aussi au niveau réglementaire est fait l'avion que aussi, peut-être il pourra probablement pas atterrir avec tout son fuel. Là. La marge entre le décollage et l'atterrissage est plus réduite. Donc, t'es pas obligé de... Tu sais, un petit 2 minutes de dompe, c'est quelques centaines de gallons, de milliers de litres là, flushés, mais c'est pas un réservoir complet. Ouais. Donc ça a changé. La réglementation a changé à ce niveau-là. Puis dans le cas du 737, c'est aussi niaiseux que ça, ce petit système-là qui est petit. Il est pas petit, là, mais qui fait en sorte que ça a évolué. Puis ça, on en parlera dans les prochaines versions, bien évidemment. D'accord. Juste pour finir avec la réutilisation de technologie, le 707, 727, 737 ont toutes la même coupe, 148 pouces de diamètre. Il y a le 707 qui est légèrement, la bedaine est légèrement différente, mais la coupe au niveau du plancher est la même pour du 707, 727, 737. Et au niveau du cockpit, c'était la même chose à l'époque, là. Donc, du 707, 727 et 737, on pouvait passer, les équipages pouvaient passer d'un à l'autre sans trop de problèmes. On parlait pas encore à cette époque-là de commonality, là, tu sais, d'être capable de passer d'un à l'autre sans problème. Mais c'était déjà beaucoup mieux que ce qu'on avait développé à cette époque-là. Donc Boeing était déjà dans cette approche de dire peut-être que nos avions se vendraient mieux si un capitaine de 737 qui montait sur le 727 était capable de faire ça, mettons, en 3 jours, là, son rating, là. Au lieu de passer 3 semaines, je dis n'importe quoi, là, mais au simulateur et tout le kit, là, tu fais juste un petit tour vite, puis tu es capable de flyer le 727. Une merveilleuse idée stratégique qui sonnera le glas du programme éventuellement. Ouais, peut-être. Ouais, c'est ça. Il est pas mort encore, mais... C'est dans plusieurs épisodes. Ouais. Mais d'accord. Si on revient aux moutons, là, au niveau des ceux qui sont en aluminium avec des réacteurs. OK, d'accord. Parfait. Ils ont fait combien de 737-600? Écoute, tu vas rire, mais je l'ai pas pris en note. Ils en ont fait 30. Il en reste combien? 2. 1. Il est au musée à Seattle. C'était le prototype, c'était novembre 737-00. Ouais. Et puis lui, après ça, il est allé à la NASA pendant 30 ans. Et puis le dernier qui a volé, c'est lui. Il est allé au musée à Seattle. Qu'est-ce qu'il faisait à la NASA? Il testait, je pense qu'il y avait 2 cockpits dedans. Là. Il y avait l'avion, puis il testait d'autres trucs à l'arrière. Là. OK. Le 100, il a pas toffé. Ils avaient pas ciblé le bon nombre de passagers. Là. Mm-hmm. Fait que le 200 a pris le dessus. Puis quand ils ont intégré les investisseurs de poussée, le 200, les ventes sont parties en fou. Parce que là, ça donnait accès, comme je le disais tantôt, ça donnait accès à des pistes beaucoup plus courtes, donc des pistes régionales. Et j'imagine d'où le fameux plan d'affaires de Southwest. Mm-hmm. L'idée, c'était de lâcher les aéroports internationaux ou de feeder, à l'époque, c'était Dallas, je pense. Oui, Love Field de Dallas. C'est ça. Donc, l'idée, c'était de feeder un aéroport international à travers différents plus petits aéroports régionaux, là. Donc, quand les inverseurs de poussée ont été installés, certifiés, là, c'est parti. Hein.
Fait que dans le fond, on avait un fit un peu croche entre le nombre de passagers puis l'aéroport de destination. Aussitôt qu'on a été capable de rapetisser l'aéroport, le nombre de passagers, puis une vingtaine de passagers de plus. À peu près, là, ouais. Puis ça a donné que les morceaux se sont imbriqués parfaitement. Ça fait une ligne dans Tetris. Tout à fait. Ça. On a amélioré 2-3 affaires aérodynamiques aussi, entre le 100 et le 200. On en a profité en même temps. Mais en même temps, il faut faire attention à une chose, c'est que c'est pas une question d'avoir mal évalué à ce moment-là, OK? Peut-être pas pour le MAX ou quoi, là, mais pour le 737, la première génération, il faut faire attention à une chose parce que la plupart des experts s'entendent pour dire que même si c'était pour concurrencer le DC-9, le Fokker 28, la Caravelle et tout ça, là, en fait, Boeing s'est trouvé à créer un nouveau marché. Un nouveau segment dans le marché. Un nouveau segment. Donc, ils ont manqué l'entrée d'une vingtaine-ish de passagers. Je veux dire, c'est pas si pire que ça, là. Ah non, au contraire. Moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est combien juste 20, ça peut tout changer si t'es pas exactement au bon endroit avec le bon nom. Tu sais, un tout petit changement. Ça a fonctionné. Les inverseurs de poussée puis 20 passagers. 76 ça a pouces. tout changé. Ouais, à peu près. Puis il y a des améliorations aérodynamiques aussi qui ont été faites en même temps, tant qu'à faire, là. Donc, il a peut-être changé un peu la consommation. À ce niveau-là, je te dirais qu'avec des JT8D, là, qui sont des moteurs absolument, c'est des tracteurs, ces moteurs-là. Mais je veux dire, c'est pas en termes de consommation, là. C'était pas un enjeu? Non, dans les enjeux, c'était en dessous, là, ici. Là. Donc, qu'est-ce que ça aurait donné comme avantage d'affaires, l'aérodynamique améliorée? Parce qu'on a changé la longueur de l'avion. Oui, mais qu'est-ce que ça aurait donné comme résultat? C'est moins bruyant? L'avion peut monter plus vite. Non, c'est pas ça. C'est que si tu modifies structurellement l'avion, donc dans ce cas-là, physiquement, il s'est agrandi d'à peu près 70 pouces, là, l'écoulement de l'air Non, ça, je comprends. Ce que je me demande, c'est pourquoi c'était pas au niveau les changements aérodynamiques, c'était pas au niveau d'améliorer la consommation de fuel ou quoi que ce soit. C'était purement pour accommoder l'agrandissement de l'avion, c'est tout. Ah, OK. Puis les inverseurs de poussée, puis ils ont changé de nacelle juste pour tout marche ensemble. Non, je comprends. Donc le seul avantage du point de vue des opérateurs, c'est l'aéroport puis le nombre de passagers. Exactement. Mais pour les inverseurs de poussée, là, par exemple, pour être capable de les fitter, il a fallu rallonger la tuyère. D'accord. Parce que le moteur est plus court que ce que vous voyez sa photo. Là, prenez une photo de Nolinor ou quoi. Le moteur est pas aussi long que la nacelle. Le moteur est pas aussi long que la nacelle. Donc, il a fallu rajouter un bout de tuyau pour être capable d'installer les inverseurs de poussée à un endroit où ça n'affectait pas structurellement le système, etc. Et patati. Donc, puis, le 737, malgré qu'on a inventé un segment, ils ont quand même eu un peu de difficultés là, dans les... au début, les livraisons étaient faibles. Donc, on a livré 114 en 69, 22 en 73. Donc, c'est toujours en descente. L'armée américaine, l'aviation, a commandé des T-43, 19, pour entraîner des navigateurs. Ça a maintenu le programme en vie. Et les commandes africaines, ensuite de ça, ont pris le relais jusqu'en 78. De 71 à 78 avec les 737 Advance qui avaient le kit à gravier et tout ça. Les commandes des compagnies africaines ont gardé ça en vie. En 78, il y a eu la dérégulation aux États-Unis. Et là, 63 est arrivé. Exact. Et là, c'est reparti pour de bon. D'autres chiffres pour vous, si ça vous intéresse, il y en a eu 1095 de construits. Le dernier a été livré à Jianan Airlines en 88. Le dernier 737-200, 9. Les plus cool, si on veut, c'est ceux de l'aviation indonésienne. Les 737-2X9. Les Surveillers, c'est des avions de surveillance maritime. Ils en ont 3. Avec un radar puis d'autres capteurs. Et puis, le dernier vol régulier, ça a été avec Aloha Airlines en 2008. Oh, quand même. Ouais, moi j'en ai pris un 737-200 une fois avec Delta de Montréal à Atlanta en 2005 pour aller chercher un caravane à Wichita par la suite. Avez-vous déjà volé là-dessus? Un 200? J'ai déjà volé dessus avec Zip. Ah ouais? T'as-tu de ça? Ouais, Zip. Il y avait un vert, un rose et orange, je pense. Fait qu'il y avait un bataillon Skittle, là. C'est quoi ça? C'était Air Canada? Ouais. Zip, c'était comme rouge? Ouais, mais c'est quand ils ont, après la fusion avec Canadian, ils ont pris les 737-200 de Canadian puis ils ont fait ça avec. Ah ouais? Ouais. Puis éventuellement, quand ils les ont retirés, cette division-là a comme disparu en même temps? J'étais à Toronto. Il y en a un qui est un récif, un des 737 de Zip. Ah ouais? Ouais. Sur la côte ouest. Il y en a plombé un, oui, effectivement. Puis, en ce moment, il y en aurait 46 en service. En 2019, en fait, il y en avait 46 en service. C'est fou, hein? Ouais.
Mais ils sont où tous les autres? Dans le désert. Ouais, mais là, ils sont où? À la terre de Baffin. Ouais, il y a ça. Il y en a un qui y va régulièrement. Il y en a plusieurs qui y vont souvent. Oui. Ça se promène. Donc, ils sont avec First Air, Air Inuit. Mais First Air, plus vraiment, là, parce qu'ils s'en sont... First Air sont rendus avec des classiques maintenant. Donc, Air Inuit, et puis Chrono, Nolinar. Ouais. Donc, Et donc, c'est ce simulateur-là que les 2 derniers sont maintenant rendus ici? Non, ils sont encore en Floride, je crois. De ce qu'on a compris, c'est la propriété de Nolinar Aviation, je pense. Okay. C'est eux qui possèdent les 2 derniers. Puis il y en avait un à Vancouver aussi, chez CR, un simulateur de 737. Il a été racheté celui-là aussi par Nolinar. Donc, ils ont tout racheté. Fait qu'ils ont les donc, deux. Donc, au Québec, ou plutôt de propriété québécoise, on a tous les derniers simulateurs de ces avions. Celui qui est en Floride, il est encore chez Paname. Je pense, je sais plus si c'est Paname ou quoi, mais il est, dans le fond, Nolinar, il le loue à Paname, puis Paname vend des places. D'accord. Au niveau du 737, j'allais dire, j'ai perdu mon idée. Oh non. Oh. Allez, continuez, je reprends ça. Moi, je suis rendu au bout du rouleau. Je suis plus capable. Au bout du rouleau. Ah oui, j'allais dire, en Amérique, on va dire en Amérique du Nord, là, vous remarquerez qu'il n'en vole plus, à part peut-être pour des avions de test, là, la NASA ou quoi, là, mais des 737-200, il n'y en a plus qui volent aux États-Unis à cause des restrictions de bruit. À part quand Nolinar et compagnie vont faire des charters. Oui, mais ça, c'est un genre de... Ce que j'ai compris, c'est un genre de clause grand-père, là. Parce que nous autres, au Canada, à cause du Nord, et du fait que ces avions-là sont presque tous, vous remarquerez que les 737-200 au Canada sont presque tous équipés du Gravel Kit. Nous autres, on les utilise pour aller dans le Nord. C'est pour voler sur des terres, des pistes en gravier et tout ça. Donc oui, on peut aller aux États-Unis avec, mais on peut pas aller partout. Non. À cause du bruit. D'accord. Pas pire, hein? Il existe un Hush Kit qui s'installe juste avant le Thrust Reverser. Et les avions de Chrono sont équipés de ce Hush Kit-là. Il y en a un des l'ancien Tweety Bird qui l'a ce kit-là. Juste un? Je me semble qu'ils ont fait la mode sur tous leurs avions, mais en tout cas, je suis pas au courant. On aimerait avoir si quelqu'un nous écoute. Alors, si quelqu'un de Chrono nous écoute, on aimerait avoir la réponse, s'il vous plaît. On est vraiment curieux. Tweety Bird. À savoir s'il était jaune avant. Oui, TVO était à Trois-Rivières, il était jaune. Il était jaune, ouais. Donc, on aimerait savoir si tous les avions de Chrono sont équipés du Hush Kit en plus du Thrust Reverser. D'accord. C'est noté, on attend de vos nouvelles, chers auditeurs. Oui. Puis au fur et à mesure qu'on fera nos recherches, ça se peut. On backtrackera un peu si on découvre des trucs. Ouais. Ça va être une série. 737 est incroyable. Écoute, j'en apprends. Moi qui pensais connaître un peu l'histoire, là, non. C'est assez incroyable. Ouais. Mais de toute façon, on s'entend qu'une histoire qui couvre 75 ans, c'est quand même... Mais sincèrement, là, pour finir, là, c'est si jamais ça intéresse nos auditeurs, là, si vous demandez à quoi ressemblait l'ingénierie, la vraie ingénierie à l'époque, là, l'histoire du 737, c'est un très bel exemple de ça. C'est les belles années de... Ça et le programme Apollo. Oui, aussi, bien sûr. Mais c'est... On vous recommandera des livres dans les notes de l'épisode. Ouais. Oh, et des affaires sur des napkins puis des trucs... Tout était inventé. Oui. C'est vrai. Effectivement. Et c'est surtout qu'on écoutait l'ingénierie. L'ingénierie était... on est en préparation d'une émission éventuellement peut-être sur des moteurs Pratt. Là. L'ingénierie prenait une très grande place dans le processus de décision. Et on le voit, on en parle beaucoup dans la plupart des livres qu'on a consultés. Là. À cette époque-là, c'est pas eux forcément qui avaient le dernier mot, mais ils prenaient une très grande place dans le processus de décision, dans le suivi, dans les améliorations. C'était pas uniquement drivé par par du commercial. Par du commercial et de l'aspect monétaire de la chose. Fait que c'est... Voilà. Et suivant quelques flops monumentaux, on a un petit peu modifié notre approche. Ça a pas toujours été... tu sais, je veux dire, le DC-10 chez Douglas a eu son lot de problèmes. Tu sais, je dis pas que c'était parfait. Le 737, avant le MAX, a eu son lot de problèmes aussi. Mais c'était encore
un peu plus vraie ingénierie qu'on connaît aujourd'hui. On dirait un peu un balancier. On est parti de très, 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 très ingénieur. Avec le Max, on est allé dans le très, 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 très commercial et ça va peut-être revenir un peu compte tenu des problèmes que ça a créé. Là. Il faudrait. Oui. On l'espère. On l'espère. Là-dessus, je garderais ça comme fin mot, si vous êtes d'accord. Absolument. Excellent. Là-dessus, chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. C'était Claudia Ouellette. Grégory Blanc. Olivier Lacombe. Merci tout le monde. Bonne semaine. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou encore votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez notre site web mentoraero.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod@mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.